Nous sommes jeudi 12 décembre 2024. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal sur Sport FM. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. Préparatifs pour le second tour préliminaire du CHAN. Le Togo s'incline en amical face au Ghana 2-0. C'est un prélude à la double confrontation face au Niger. Ce match amical marque la fin de la première partie du stage qui reprend le 17 décembre. Coup d'envoi ce week-end du championnat de première division saison 2024-2025. En attendant, les clubs s'activent pour le démarrage cas de l'entente 2. Roméo Yetor nous présente un dossier sur les préparatifs des jaunes de Côte d'Ivoire Kopegné Konapoué à Zololo. La Champions League avec la suite et la fin mercredi de la 6e journée fatale à nouveau à Manchester City, enfoncé par Juventus. Monaco coule à l'Emirates face à Arsenal. Le Barça s'en sort devant Dortmund et fait un pas vers la qualification directe. Et puis la page culture de ce jeudi nous parle de la cascade de Sorougou dans le Mont. Ce sera une affaire de Franck Nounyama. Ce sont là les titres. Mesdames et messieurs, voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Les éperviers a pris Montbouclé mercredi la première partie du stage de regroupement dans le cadre des préparatifs pour le prochain tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations 2025. Une fin marquée par un match amical international face au Ghana. Un match perdu par la sélection togolaise devant les Black Galaxies. 0 but contre 2. Albert Amoa à la 3e minute et Yakubu Issa à la 28e ont été les buteurs ghanéens. Une défaite qui importe peu selon le sélectionneur national local Kader Koubadia. Le match a reflété notre forme actuelle, ça veut dire je suis gagnant aussi, le Togo a gagné aujourd'hui parce qu'on a vu ce qu'il faut travailler, nos lacunes, pas des lacunes mais ça se voit que l'équipe ghanéenne est physiquement supérieure à nous. Ce qui fait que nous, on a essayé de jouer la possession pour garder le ballon. Mais ce qui m'a beaucoup plu, on a gardé notre plan de jeu jusqu'à la fin. Mais si vous avez remarqué, chaque équipe a eu sa mi-temps. Le 22, avant le 22, je crois qu'il ne faut pas oublier, souligner, mettre en lumière qu'il y a 4 joueurs qui sont blessés, qui n'ont pas joué. 2 titulaires qui sont blessés, qui n'ont pas joué. Mais quand même, comme j'ai dit, nous, on va pas, c'est pas ce match qui va nous faire changer notre plan de jeu. On va continuer de travailler là-dessus. Et personnellement, je suis content de ce que les garçons ils ont donné. Mais sur le plan score, c'est pas trop ça, mais c'est pas ça qui est plus important. Ouais. À coup de rime, c'est trop dit, je pense. Parce que chaque équipe a eu sa mi-temps. Deuxième mi-temps, on n'a pas vu l'équipe ghanéenne comme en la première mi-temps. La première mi-temps, oui, ils ont confondu des trucs. Ils étaient restés en bloc bas, ce qui fait qu'en plus, c'est pas une excuse naturelle. Le vent était contre nous, mais ils étaient en bloc bas. Bon, à la mi-temps, on a su régler tout ça pour qu'on puisse prendre l'ascendant sur cette équipe. Si vous avez bien remarqué, l'équipe ghanéenne, dans la première mi-temps, a joué avec un point de fixation devant, mais deuxième mi-temps avec un point d'ancrage derrière. Ça veut tout dire. La suite, on va toujours continuer. Demain, ils seront en repos, 3 jours de repos. Quand il dit repos, il y a des repos actifs. Et on va reprendre, comment on appelle ça, le stage le 17. Le sélectionneur national local Kader Koubadia, le sélectionneur du Ghana, Massaoud Didi Dramani, fait aussi son analyse du match. I think it was just part of our preparation, and so we see it as a rehearsal because we don't know the Togolese side. I'm sure neither do they also know about it. So you can only understand each other when the game starts on. When it's about 10 minutes, then you now know how the opponent is playing. Les deux équipes ne se connaissaient pas du tout. Donc chacun essayait dans les 10 premières minutes d'essayer de voir ce que l'adversaire pouvait faire. Ils ont essayé de faire de poser ce qu'ils pouvaient faire. Dans la rencontre, ils ont créé le plus d'occasions de buts, le plus d'occasions possibles. Ils ont essayé quand même de faire leur jeu comme ils pouvaient faire. Le Ghana et le Togo ont 2 jeux quasiment similaires. Mais comme il y avait aussi, les deux équipes ont d'importants matchs. Le Togo jouait contre le Niger et puis eux ils vont jouer contre le Nigeria. Donc le plus important dans cette rencontre, ce n'était pas l'issue, ce n'était pas le résultat, mais comment ils pouvaient jouer en tant qu'équipe pour pouvoir aborder au mieux leurs rencontres qui vont arriver dans les éliminatoires. Il a trouvé une bonne équipe du Togo qui avait un style de jeu assez clair, qui voulait procéder par de petits pas pour aller vers l'avant. Mais comme ils avaient leur équipe qui était bien en place, le Togo n'a pas pu se créer beaucoup d'occasions. Mais comme il a dit, je pense que
L'équipe a quand même un bon style et qui peut faire quelque chose contre le Niger prochainement. They are strong on the ball, you know. We try to manage, you know, whenever they have the ball, to try not to create unnecessary infringements around our area, and then respect them for what they do in terms of, you know, their ball handling and then ability to keep the ball. But we knew definitely we'll have our right movements. So we played to our strengths and then left what we couldn't do. Le sélectionneur de l'équipe locale du Ghana, Massaoud Didi Dramani, pour rappel, le Togo se prépare pour la double confrontation face au Niger. Le Ghana a rendez-vous, lui, avec le Nigeria. Les matchs allés ont lieu le 22 décembre prochain. Sport FM. Le top départ du championnat de première division saison 2024-2025, c'est ce week-end. Une nouvelle saison de football qui démarre tard, comme souvent Sport FM a voulu comprendre ce qui peut expliquer ce démarrage tardif. Pafio Dobou, directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football. C'est le problème d'argent. On ne peut pas commencer le championnat sans garantir une petite subvention au club. Mais souvent, à l'approche de la compétition, les caisses de la fédération étant souvent vides, il faut qu'on attende qu'on ait les ressources nécessaires pour pouvoir lancer le championnat. Donc, vous confirmez que la fédération est un peu l'État, c'est ça? Alors, pas l'État, comment vous appelez la FIFA? Parce que nous, on roule sur les fonds de la FIFA, pas sur les fonds de l'État. Les fonds de l'État viennent après, souvent c'est des mois après. L'autre problème, c'est que c'est compliqué de vider les contentieux. Parfois, le championnat prend fin depuis des mois et on continue de parler de litiges, de contentieux à régler. Et comment l'expliquer? Moi, je situe le problème sur deux points. D'abord, nos commissions juridictionnelles sont des commissions indépendantes. Donc, elles font le travail à leur rythme. La fédération ne peut pas leur imposer quoi que ce soit. On peut juste leur donner conseil, mais ils viendront faire le travail quand ils veulent, comme ils veulent. Il y a ça aussi. Deuxièmement, il y a aussi nos clubs qui attendent le dernier moment pour sortir des évocations par-ci, évocations par-là. C'est ça qui traîne tout. Quand tu prends le championnat féminin qui est terminé, on était prêt à lancer les playoffs. Quand quelques jours après, comment vous appelez, les évocations commençaient par sortir. Évocations, ça passe à la commission de discipline, le PV sort et on va au recours. Vous voyez que c'est long. Est-ce qu'il n'est pas temps de taper du poing sur la table par rapport à ceux qui font les choses de dernière minute, à ceux qui ne s'organisent pas bien? Si le règlement les autorise à venir faire une évocation, et s'ils font l'évocation dans le délai imparti, on ne peut que les accepter. Le directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football, Pafio Dobou, devant Franck Nounyama pour cette première levée de la première division nationale de football saison 2024-2025. La SCK se produit à Lomé. Le vice-champion du Togo joue contre l'AS Auxerre samedi au stade de Kégué. Les chauffeurs ont renforcé leur staff technique avec l'arrivée de Kembe Amako, ex-coach de Kakadel de Doufelgou. À quoi doit-on s'attendre dans le jeu de la SCK? Je vous propose d'écouter Kembe Amako, l'entraîneur adjoint du club. C'est une fierté pour moi d'intégrer cette belle famille. On a beaucoup de choses encore à donner et à apprendre ensemble. À la CK, la consigne, le mot d'ordre, c'est la victoire. Donc ça va très vite. Le mental est très bon. On travaille dans une dynamique de gagne. On maintient toujours l'équilibre et on promet vraiment que le devant va être encore meilleur que les autres années. D'ici le 15, ça sera fait prêt. On travaille très dur. On va encore multiplier beaucoup d'efforts. On retravaille encore le mental des joueurs. Rester encore sur la même dynamique. Pourquoi pas aller encore vers le titre. Vous êtes un fin stratège de libérer vite le ballon. Vous avez maintenant 16 joueurs sous la main. Aujourd'hui, ce profil de joueur que j'adore beaucoup, je les retrouve ici. Ça va aller très vite, c'est ça, je vous le promets. Et on va vraiment vite libérer le ballon. On va aller droit au but. Et là, en tout cas, on promet cette saison. L'entraîneur adjoint de la SCK, Kembe Amako, devant Gueuler et Noussa. Dans les rangs des Auxerrois, on a aussi de grandes ambitions pour la nouvelle saison, c'est-à-dire bousculer la hiérarchie. Bamiza Odabalo, secrétaire général de l'OTR. Les objectifs que nous fixons sont toujours les mêmes parce que nous sommes un grand club et nous espérons jouer toujours les premiers rôles. Donc l'objectif est toujours le même, être champion ou vice-champion du Togo. On ne sera jamais prêt, totalement prêt, mais dans tous les cas, les moyens sont mis en œuvre. Ce ne sont pas les compétences qui manquent. L'équipe avec des jeunes talentueux, plein d'énergie. Du travail est fait au niveau de notre association et nous espérons dans les échéances à venir faire encore
davantage. Le secrétaire général de l'AS Wautière, Bamizao Dabalo, devant Juanita Blavotri. Entente de Lomé annonce la saison 2024-2025 de première division de football sous de meilleurs auspices. Roméo Yetor s'est rendu au quartier général des Bleus jaunes sur le terrain. Boca suivait le reportage. Attendez! La rage de vaincre. Voilà ce que transmettent les supporters de l'Entente 2 aux joueurs pour la saison 2024-2025 de la D1 de football au Togo. Les Bleus et Jaunes démarrent l'exercice avec un derby de la capitale contre la Barracuda. Le capitaine Yaoudo Sefiagnon Toglan veut bien commencer. On va l'attaquer avec sérénité. Nous avons les moyens pour affronter Barracuda et tirer notre gain du jeu. Le discours est le même au niveau du bureau. L'objectif demeure le maintien, mais faire mieux que la 6e place occupée la saison dernière. Marcel Tokanou, vice-président de l'Attente 2. Notre objectif n'a pas changé, le maintien tout d'abord. Avec notre pré-saison en Côte d'Ivoire, on était sorti vite pour que cette saison, l'Attente de plus rebondit, plus soit quelque chose de potable. Promu au poste du coach titulaire, Cedro Kofi revoit les dispositions tactiques et techniques de l'équipe. L'année passée, on a vu qu'il manque certaines dispositions tactiques, techniquement. On s'est dit qu'il faut essayer de remettre quelque chose de nouveau en place. Entente 2 sera à la fois offensif et défensif, mais la possession du ballon va primer. On va défendre et on va attaquer aussi. Mais je ne pense plus qu'on va beaucoup plus attaquer. Quand vous avez le ballon, il n'y a pas de risque que vous encaissez de but. C'est quand vous n'avez pas le ballon qu'il y a danger. On va faire un effort pour toujours garder le ballon, pour être en sécurité. Pour marquer, de prendre des risques. On préférait beaucoup plus défendre que de prendre les risques vers l'avant. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire cette année. Les joueurs, eux, n'attendent que le coup d'envoi de la saison. Yao Dosef Fiagnon Toglan, capitaine de l'Entente 2. Nous attendons depuis cette date, mais c'est arrivé, c'est une joie. Tout simplement, ça nous réjouit. En tant que joueur, c'est notre métier. On ne peut pas rester les bras croisés. On essaie de faire de petits trucs pour se mettre en forme. Le club a fait une partie de sa pré-saison en Côte d'Ivoire, avec un bilan de 3 nuls et 1 victoire. Le capitaine raconte cette expérience ivoirienne. Sans vous mentir, on a touché du doigt ce qui se passe là-bas. Comparativement à notre niveau ici, il n'y a pas assez d'écart. Mais quand même, ils sont légèrement supérieurs à nous. Presque la moitié de l'effectif des Bleus et Jaunes est parti. Naturellement, il y a beaucoup d'arrivées, au rang desquelles Atou Joël Le Sage, l'ex-U17 togolais, est attiré par le projet. C'est un club qui me passionne. Depuis que j'avais joué la sélection U17, j'ai aimé le jeu. Le plus important, c'est de maintenir l'équipe. Bon, l'équipe aussi a ses objectifs, donc on va s'y mettre. Pour atteindre l'objectif de la saison, les supporters doivent aussi jouer leur rôle, rappelle le vice-président Marcel Tokanou. Qu'est-ce qu'on peut dire à un supporter? Que d'accompagner les joueurs, d'être gentil et s'il le faut des fois, si aussi peut mettre la main dans la pâte pour que la monnaie puisse se prendre, c'est l'essentiel quoi. Les supporters, par le biais de Dalmeda Haïté, rassure l'équipe. Nous sommes derrière eux parce que c'est les 12e joueurs. Donc nous avons beaucoup de choses pour les supporter. Chaque mois nous serons là. On n'abandonne jamais. Loin d'être abandonné, l'équipe du président Stéphane Adra souffre d'infrastructures adéquates. Un terrain sablonneux sert à faire les entraînements. Marcel Tokanou crie au secours. C'est l'occasion de voir les bailleurs, de voir les bonnes volontés qui pourraient nous aider aussi pour que ce terrain soit un terrain praticable. Que puisse être l'état du terrain, les Bleus et Jaunes de Kodjovia Kopenye-Konakwe à Djoualolo sont prêts pour la saison 2024-2025 de la D1 de football au Togo. C'était là le reportage de Roméo Yetor sur les préparatifs de club Entente 2 de Lomé, les Jaunes de Kodjovia Kopenye-Konakwe à Djoualolo. Voici donc le calendrier de la première journée du championnat national de football de première division, saison 2024-2025. 2 rencontres sont en avancée samedi 14 décembre à Kégué, à Lomé. L'AS Wautière reçoit l'ASK. Pendant ce temps, Kara, Doumbé de Mango s'explique avec l'AS Bina de Pagouda. Le reste des rencontres se joue dimanche à Kara. Le CDF Akno, pour son premier match en première division, reçoit Boulessou Delac. Pendant ce temps, l'Étoile filante pour son retour en division d'élite se déplace à Tapamé pour aller se mesurer à Tambo de Dacha. Gomido de Palimé, dans son grand stade, reçoit Unisport de Sokodé. Espoir FC du Zior a rendez-vous avec le champion Teterasco de Kara au stade Dr Kaolo de Thiévier. Et puis, à la Jeunesse Club d'Aguanivé, derby de la capitale entre AC Barracuda et Entente 2 de
de Lomé. Et c'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin. C'est en direct du studio Mensan Niamey. Dans la suite, nous évoquons les informations en page nationale, notamment l'attribution du Mondial 2030 à 3 nations, la Champions League, la NBA Cup, la page société et puis la page culture. Les informations d'ici, d'Afrique et du monde, c'est sur Sport FM. C'est sur Sport FM. La suite de Sport FM matin, le Maroc, le Portugal et l'Espagne sont les pays hôtes de la Coupe du monde masculine de football en 2030. Une Coupe du monde particulière puisque la compétition va marquer le centenaire de l'événement. Ainsi, l'Uruguay, pays organisateur du premier mondial en 2030, des 104 matchs de la compétition. L'Arabie Saoudite, elle, va accueillir la 25e Coupe du monde de football en 2034. Une décision annoncée mercredi 11 décembre par la FIFA par acclamation lors d'une réunion en ligne qui a réuni plus de 200 fédérations membres de l'instance fêtière. Une réunion organisée à Zurich en Suisse et présidée par Gianni Infantino. Nous sommes sur le vieux continent suite fin mercredi de la 6e journée de la phase régulière de la Champions League. Une occasion pour le FC Barcelone de se rapprocher plus de la qualification pour le tour suivant. En déplacement à Signal Iduna Park, les Catalans se sont imposés 3-2. Un succès qui permet au Barça de prendre désormais la deuxième place avec 15 points. Autre club qui se rapproche du tour suivant est Arsenal. Les Gunners, dans leur Emirates Stadium, n'ont pas fait de cadeau à Monaco, battu 3-0. Le club de la Principauté pointe à la 16e place avec 10 points. Cette 6e journée sourit aussi à Lille, virtuellement qualifiée pour les playoffs après son succès sur Sturm Graz 3-2. La situation se complique par contre pour Manchester City, battu par la Juventus 0-2. Les Sky Blues occupent le 22e rang avec 8 points à 2 journées de la fin de la phase régulière. La Juve est 14e. Autre résultat, l'Atlético au Madrid bat Slovan Bratislava 3-1. Match nul 0-0 entre Benfica et Bologne. L'AC Milan est à disposer de l'Étoile Rouge de Belgrade 2-1. Feyenoord domine Spartak Prague 4-2. Puis Stuttgart bat Young Boys Berne 5-1. Ces soirées européennes de football se referment ce soir par les matchs de la Ligue Europa. Au programme, quelques rencontres AS Rome Braga, Victoria Pilsen, Manchester United, Union Saint-Gilloise Nice. Hoffenheim reçoit FC Bâle, l'Ajax d'Amsterdam a rendez-vous avec la Lazio Rome, puis Lyon joue face à Francfort. Sport FM. NBA Houston va disputer les demi-finales de la NBA Cup. Les Rockets ont battu en quart de finale Golden State Warriors au terme d'un match très défensif, 91-90. Houston affronte au Final Four Oklahoma City samedi à Las Vegas. Atlanta rejoint aussi le dernier carré de la NBA Cup. Opposé aux Knicks de New York, les Hawks se sont imposés 108-100. Atlanta joue en demi-finale Milwaukee. Sport FM. La page société avant la page culture, l'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL accueille depuis quelques jours à Lomé un atelier international qui regroupe une vingtaine de représentants des différentes organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest et de la France. Il s'agit d'un échange sur un programme en faveur du consommé local. Les détails sur cet atelier avec Anne-Françoise Tyson, déléguée générale du Comité français pour la solidarité internationale. Nous sommes projetés sur les 10 années à venir et nous avons commencé à élaborer des stratégies pour voir comment renforcer cette agriculture familiale. Par exemple, il est important de donner davantage de place aux jeunes et aussi aux femmes dans la production de produits issus du consommé local, la transformation, permettent à des jeunes d'avoir un débouché, d'avoir des revenus, permettent aussi aux consommateurs et aux consommatrices d'avoir accès à des produits sains. On a aussi tout un axe qui concerne le cadre politique pour qu'il y ait des politiques de plus en plus fortes en faveur du consommé local. C'est aussi par exemple permettre que dans les cantines scolaires, il y ait la possibilité pour les enfants d'avoir accès à une alimentation produite localement qui soit riche parce qu'on va manger des légumes, parce qu'on va manger des produits laitiers qui viennent de la production ici. Et donc c'est ensemble qu'on a travaillé pendant ces 3 derniers jours pour définir ces priorités. Anne-Françoise Tyson, déléguée générale du Comité français pour la solidarité internationale. Quelle est l'importance de cette rencontre? Élément de réponse avec Imelda Agondanou, chargée du programme du repas.
Cette rencontre, elle est utile de par, premièrement, son format. Parce que Terre nourricière, c'est un programme alimentaire du CFSI. Mais pour pouvoir développer la vision de ce programme, ils ne sont pas restés en France pour penser et écrire, mais ils sont venus au Sud avec leurs partenaires du Sud pour qu'on puisse discuter ensemble de la vision qu'on va conduire ensemble aussi. Et donc, c'est pas habituel au niveau du CFSI. Quand on a fait la chronologie, au départ, c'était pas cette approche. Mais au fur et à mesure, ils ont pu intégrer les acteurs du Sud, même dans les comités d'orientation stratégique et même maintenant dans la définition des stratégies. Et donc ça montre l'évolution des modes de coopération entre les acteurs du Nord et du Sud. Et nous croyons que c'est vraiment ça la voie du changement. Des personnes qui s'asseyent ensemble pour définir ensemble les priorités et conduire ensemble ce qui a été défini. Donc c'est vraiment en ça que cette rencontre est importante et très stratégique pour nous. Imelda Gondanou, chargée du programme de repas à l'instant. La page culturelle du journal. La page culture Franck Nounyama parle de la cascade de Suruku dans le canton de Bouloou, dans la préfecture de Mo, une merveille de la nature. Suruku se trouve dans le canton de Bouloou, dans la commune Mo 1, dans la préfecture de Mo, au Togo. On peut dire que c'est environ 485 km de Lomé, au centre du Togo et vers le Ghana. Le village de Suruku, géographiquement situé par le maire de la commune de Mo 1, Koulounbaye, une vingtaine de minutes de marche pour aller à la cascade. La cascade de Suruku est ici depuis que les autochtones du village de Suruku l'ont découverte et s'étaient installés juste à côté. Il y a des touristes qui venaient un à un et si on fait la somme durant l'année, ils gagnent autour d'1 million. Mais très récemment, le Haut Conseil pour le développement de la préfecture de Mo, le HCDP Mo, a pris l'initiative de donner plus de visibilité à la cascade et l'année passée, ça a apporté plus d'argent, plus d'1 million. Le comédien Giovanni Kao a l'habitude de s'y rendre. C'est la plus grande cascade en chute d'eau en Afrique de l'Ouest à raison de plus de 175 mètres de chute d'eau. C'est toute une beauté, c'est un don de la nature et je n'hésite pas à venir de temps à autre pour me ressourcer. Rentabiliser ce don de la nature reste un objectif affiché du Haut Conseil de développement de la préfecture de Mo, dit Giovanni Kao. Culturellement, vous savez, cette localité est longtemps oubliée. À partir de 2008, elle est devenue sous-préfecture sous les auspices du président de la République, Paul Ressources Sigbe. Elle est devenue plus tard préfecture. Donc, un peuple vit de sa culture, un peuple vit de son environnement, un peuple vit de sa beauté. Alors, aujourd'hui, il y a le Haut Conseil des cadres de la préfecture de Mo qui est en train de faire tout son possible pour pouvoir rehausser l'image de cette préfecture longtemps oubliée sur l'échiquier national et international. Aménager l'environnement de la cascade de Suruku pour plus de visiteurs. Le ministère du Tourisme a déjà projeté, dit le maire de la commune de Mo 1, Koulounbaye. Le ministère du Tourisme a un projet d'aménager cet endroit-là pour le rendre plus attractif aux touristes. En attendant, allez visiter la cascade de Suruku dans le canton de Bouloou, dans la préfecture de Mo. Elle est extraordinairement magnifique. Voilà, c'était là donc le message de Franck Nounyama d'aller visiter la cascade de Suruku, c'est dans la préfecture de Mo. Et c'est la page culture, c'est ce qui met fin à Sport FM matin, mise en onde par Pélagie Mekou. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.